Les entretiens de l'espace éthique Alzheimer. Bien, bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Boucan, je suis médecin, j'ai été pendant 25 ans médecin de rééducation, de médecine physique et réadaptation, dans un service d'éveil de coma de traumatisés crâniens paratétraplégiques, donc avec des jeunes adultes gravement handicapés. Voilà, je n'étais pas un médecin qui guérissait, mais quelqu'un qui avait une équipe. J'étais chef de service avec lesquels je travaillais en équipe pour essayer de trouver comment reconstruire avec le malade et avec sa famille le plus souvent un nouveau projet de vie en fonction de ce qui existait encore, de ce qui était encore possible ou de ce qu'on pouvait essayer de refaire grandir ou rarement de récupérer, mais quand c'était possible de pouvoir récupérer. Voilà. Et puis j'ai deux autres cartes. Je suis depuis une quinzaine d'années malade. Donc j'ai dû arrêter mon activité professionnelle. Et j'ai une maladie rare, génétique, qui m'handicape beaucoup. Qui au départ, et puis à l'arrivée probablement aussi, avait un pronostic très péjoratif, limité, un pronostic vital. Voilà. Et puis actuellement, j'ai une troisième casquette dans la mesure où je termine une thèse sur cette question des maladies rares et de la génétique dans les maladies rares, mais pas du tout sur un plan médical, sur un plan éthique et philosophique. Alors c'est un petit peu compliqué de reprendre des choses parce qu'effectivement ça va doucement. Et puis j'ai maintenant le sentiment d'avoir presque deux vies. Enfin, ma vie professionnelle qui a été passionnante, qui était tout pour moi. Enfin, j'ai passé tout mon temps. Et puis cette maladie qui a été insidieuse, comme beaucoup de maladies rares, qui au début a posé beaucoup de questions. Est-ce que je n'étais pas en burn-out de mon travail et voilà, et bon, j'ai proposé un diagnostic avec un ami qui avait assisté à un compte-rendu médical dans un colloque sur l'hypothèse médicale qu'on a posée. Et je suis allée voir un de mes collègues, confrères, qui, dans un premier temps, m'a dit il y a probablement une difficulté au niveau du tissu de soutien, au niveau du collagène, mais ce n'est pas la forme la plus grave, ne t'inquiète pas. Voilà, et puis à partir de ce moment-là, il y a eu 3 ans pendant lequel le diagnostic a été évoqué, non confirmé, puis confirmé. Et puis il y a eu 10 ans dans lequel deux équipes s'opposaient. L'équipe médicale lyonnaise affirmant que c'était bien ce diagnostic et une équipe médicale autre disant que n'ayant pas la mutation génétique habituelle, ce n'était pas le diagnostic, mais ne proposons pas d'autres diagnostics. Voilà, et puis la situation s'est tellement compliquée et aggravée que, bon, il y a eu un moment où tout le monde était d'accord pour confirmer le diagnostic en disant c'est probablement une forme particulière de la maladie. J'en ai effectivement des complications aussi classiques, mais aussi assez particulières. Et voilà. Donc il y a tout un travail qui se fait depuis les premiers symptômes jusqu'à l'évocation diagnostique, jusqu'à la confirmation diagnostique, qui donc en fait a mis une douzaine d'années, en passant par des phases où je sentais très nettement qu'on ne considérait pas ma situation en tant que telle, ou qu'on lui mettait des étiquettes qui étaient peut-être pas tout à fait appropriées. Voilà, qui est le lot de tous les patients qui ont une maladie qui n'est pas connue, qui est très rare et qui s'exprime selon des modèles très différents.
Alors, cette évolution par rapport à la maladie et qui a donc beaucoup tourné autour du diagnostic, qui était compliqué et difficile, s'est faite en même temps qu'une décision administrative de mon employeur. J'étais dans une assistance publique et dans la mesure où j'étais chef de service, on m'a fait comprendre qu'un chef de service se devait d'être fort, bien portant et en bonne santé. Et donc, on m'a fait comprendre très rapidement qu'il fallait que j'arrête de travailler, ce que j'ai fait. On m'a mis en invalidité pour une cause psychiatrique parce que ma maladie n'était pas reconnue. Ce qui montre aussi toutes les limites actuellement de la gestion administrative et du médical, dans la mesure où actuellement les invalidités dans les administrations publiques ne sont considérées que pour 5 maladies, et que si on n'entre pas dans le cadre, eh bien, on ne sait pas trop où vous mettre. Voilà, tout ça c'est géré sur 15 ans, donc de façon très, très longue, compliquée, avec des périodes aussi où moi j'allais vraiment très mal, et où en même temps je m'aggravais beaucoup au niveau somatique. Voilà, puisqu'actuellement j'ai des atteintes organiques importantes. Je pense que depuis quelque temps, je suis capable de dire que j'ai une poche au niveau digestif, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout de gros intestins, je n'ai plus de fonction sphinctérienne. J'ai donc une poche et c'est encore une complication qui nous fait beaucoup travailler l'image de soi, qui nous fait travailler l'humilité quand il y a des difficultés, des accidents. Voilà, mais qui, moi, me conduit sur un chemin qui n'est pas du tout donné d'avance. À chaque intervention, on me dit il y a une chance sur 2. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance pour que je ne me réveille pas ou que je fasse une complication majeure. Voilà, je suis toujours là et tout ça se tricote aussi avec du lien avec les autres. C'est-à-dire qu'on a créé une association de ces patients. J'ai participé pendant longtemps au conseil scientifique, à un projet d'essai thérapeutique. Je suis le médecin un petit peu coordonnateur de l'association, c'est-à-dire que je reçois beaucoup d'appels de personnes qui sont perdues, qui ne savent pas où se tourner, qui ne savent pas vers qui avoir un diagnostic et être écoutés. Et puis ben voilà, on essaye de tricoter ça ensemble. J'ai le sentiment que mon chemin me permet de leur dire parfois des choses, peut-être des paroles qui ne pourraient pas être entendues autrement, en disant mais je fais partie des vôtres. Enfin, j'aime bien cette expression de la solidarité des ébranlés, hein, d'un philosophe Patolka du début du XXe. Et voilà, j'ai le sentiment d'être une de ces ébranlées et de pouvoir du coup être en capacité bien modeste et parfois probablement totalement à côté de ce qui serait bon pour l'autre, mais en tout cas avec une bonne volonté de l'écouter, de lui laisser dire sa souffrance, ce qui est insupportable dans sa situation, et puis de voir comment ensemble est-ce qu'on va pouvoir essayer de trouver des solutions, des cheminements, des écoutes, des soutiens. Voilà, un petit peu la manière dont j'ai appris à soigner l'autre. Donc ça me semble pas, au bout de 15 ans, j'ai pas le sentiment maintenant d'être très loin de ma médecine du début, qui était dans une médecine qui ne guérissait pas, mais une médecine qui prenait soin. Et puis voilà, je me dis que ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'essayer d'être comme je peux
un soutien pour ceux qui arrivent dans la maladie. Et voilà, qui ne savent pas parfois trop vers qui aller, sachant que moi je ne suis qu'un passeur. J'oriente et je fais passer les réseaux qui peuvent les aider. Voilà, ce n'est pas moi qui les aide complètement. Voilà, en 2002-2003, j'ai commencé vraiment à avoir des complications digestives majeures. Et j'ai perçu que ma double casquette de médecin et de malade, voilà, sachant que j'avais vécu aussi de façon très intime le handicap avec ma mère qui a fait une rupture d'anévrisme à 48 ans, qui a été hémiplégique et aphasique pendant 31 ans. Donc il me semblait que j'avais une parole à dire. Et comme j'étais encore dans la période de mon pronostic, ça s'est imposé à moi un peu comme une urgence. Donc j'ai pris ma plume et puis j'ai commencé à écrire un premier témoignage qui est sorti en 2005 et dans les suites duquel j'ai eu un nombre de retours très impressionnants. L'expérience de ce premier livre, ça a été que les gens me disaient on a reçu de la vie en te lisant. Et moi, j'avais pas le sentiment d'avoir mis de la vie dans ce témoignage. Donc, leur courrier ou leur mail qui me disait ça nous fait vivre, me faisait vivre. Et du coup, on était dans un cercle, non pas vertueux, mais un cercle de vie. Voilà, je recevais la vie qu'ils avaient trouvée là où moi, je ne pensais pas l'avoir mise. Et je me dis que ça, c'est le mystère de tout homme aussi. D'être capable de ce repérage-là ou de ce discernement-là. Et puis à ce moment-là, j'ai eu un lien avec Emmanuel qui m'a dit écoute, c'est super bien ton truc, mais si tu pouvais enlever un peu tout le côté catho, là, ça serait bien que tu le réécrives pour les soignants. Mais voilà, tu écrèmes un peu. Voilà, sachant que je suis croyante, que pour moi c'est une dimension importante et qu'effectivement mon premier livre était un livre qui s'ancrait dans cette foi, qui pour moi est une foi du ressuscité, une foi de vivant. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à écrire le deuxième parce que un bis repetita, c'est pas si simple. Donc bon, il m'a proposé une aide qui m'a aidé à la réécriture et il y a eu donc un deuxième livre qui est plus pour tous les soignants, pour tout public et je trouvais que ça c'est beau que du coup cette expérience soit reprise dans une ouverture totale, quoi. Pas, voilà. Et puis pratiquement le jour où l'édition de ce deuxième livre a été faite et sortie, je me suis dit ton travail d'écriture n'est pas terminé. Tu as encore des choses à écrire et tu ne pourras partir que quand ça sera fini. Je ne sais pas si je partirai quand ça sera fini, mais donc pratiquement le lendemain de la sortie de mon deuxième livre, j'ai décidé que je ferais un travail de recherche pour faire un travail transversal sur les maladies rares, ce qui pour l'instant a peu été fait. Et ce que je découvrais, donc j'ai commencé une thèse que je voulais en éthique médicale, mais mes soucis de santé ne me permettaient pas de monter régulièrement sur Paris. Donc voilà, j'ai pris l'option de la faire sur là où j'habite, sur Lyon. Donc il y a une codirection en philo et en éthique entre Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe à Lyon, et Emmanuel Hirsch, qui est donc le versant éthique et philosophe. Ce que je découvre, c'est qu'effectivement, il y a... je crois que les maladies rares sont en train de nous transmettre une remise en cause un petit peu de notre système médical, alors qu'il a commencé déjà avec le sida, avec cette prise de parole et de fonction citoyenne du malade. Mais voilà, les maladies rares sont en train de, me semble-t-il, enfin c'est ma thèse en tout cas, de nous dire que le savoir est en train de circuler, qu'il n'y a plus seulement le savoir du médecin, mais que le malade a un savoir qui précède souvent
de plusieurs années le savoir médical du diagnostic, que ce savoir est un soutien entre les malades, entre les mêmes différents, par la proposition des forums, par exemple, d'Internet ou de Facebook. Je ne suis pas une pro de Facebook, mais régulièrement, 3 ou 4 fois par semaine, j'ai des mails de personnes de l'autre bout du monde qui disent, qui nous posent des questions en disant comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire, comment interpréter, qui je peux aller voir, etc. Et voilà, et les malades deviennent experts de leur maladie parce que parfois leur maladie est tellement rare que c'est eux qui viennent expliquer aux médecins quelle est la maladie dont ils sont atteints. Donc ça remet en cause complètement la posture médicale, qui est par ailleurs indispensable. Enfin, il m'arrive de voir des malades qui veulent être leur médecin, pardon, et je crois que ça c'est catastrophique. Enfin, et moi c'est un de mes critères quand je vais pas bien, c'est de sentir que à ce moment-là j'essaye d'être mon propre médecin, et je sais que c'est toujours néfaste et délétère pour moi et pour ma relation avec les confrères à qui en général je me confie. Là, je suis partie de 16 témoignages que j'ai réalisés auprès de parents et de malades. Je n'ai bien sûr pas pris ma maladie parce que je pourrais en écrire un autre livre et que c'est pas le sujet de ma thèse. Donc, je voulais garder un tout petit recul. Je ne sais pas si je le garderai jusqu'au bout. Voilà, j'espère pouvoir aller jusqu'au bout de ma thèse. Mais j'ai trouvé des personnes qui se sont engagées au point où j'en suis à en faire quelque chose si je disparais avant la fin de ma thèse. Je crois que ce qui a été important pour moi pour me permettre de réémerger d'une période qui a été au fin fond de l'en bas, comme dirait Belay, c'est de trouver des lieux où je pouvais associer et mes compétences médicales et mon expérience de malade. Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui, la maladie prend aussi beaucoup le dessus, que je suis obligée d'être allongée, je dirais, 3/4 de la journée, et le travail intellectuel, du coup, prend place pour aussi m'aider à donner sens à ce temps qui spontanément pourrait apparaître ne pas avoir de sens. Voilà, je crois qu'on n'a jamais fini de chercher le sens de ce qui se passe et voilà, et des complications et de notre situation. C'est jamais donné. Enfin, c'est pas un distributeur automatique, quoi, le sens. Et c'est vraiment un travail. Et ce matin, on parlait de la fatigue et voilà, souvent, je suis fatiguée. Enfin, mais j'ai un peu des alertes comme ça, des warnings. Et quand je sens qu'elle prend vraiment le dessus et qu'il n'y a plus que ça, je sais que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres et qu'il faut que j'appelle au secours, quoi. Et voilà, et si j'arrive à avoir la tête à peu près hors de l'eau, le plus souvent, je dirais pas tout le temps, hein, parce que souvent ça s'effondre, c'est parce que les autres sont là et que j'ai la chance d'avoir des gens qui sont autour et qui peuvent entendre que j'y arrive plus. Et il y a quelqu'un qui m'a dit cette parole que j'ai redite hier, qui est que ne t'inquiète pas, si tu pars, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est pas la longueur de ta vie, c'est sa largeur. Voilà. Et ça, c'est une parole qui m'habite, je dirais, presque tous les jours, de me dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai donné comme largeur à ma vie, et de me dire ce qui est important ce soir, quand tu vas relire ta journée, c'est d'abord de pouvoir remercier pour ce qui s'est passé, des gens que tu as rencontrés, de ce que tu as entendu, et puis de ne pas avoir de regrets, parce que peut-être que ce soir c'est le dernier, et que si tu meurs en ayant beaucoup de regrets, eh ben, ça va mal se passer.
Alors que si tu as le sentiment d'avoir fait chaque jour le petit boulot que tu avais à faire, peut-être que tu pourras partir dans la paix. Alors en fait, je sais pas comment ça se passe, je suis comme tout le monde, hein. Mais voilà, donc travailler à la largeur, je trouve que ça c'est très beau. En tout cas, ça me fait vivre. Je sais pas si c'est beau, mais c'est bon pour moi. Et puis, au moment où j'ai vraiment eu le sentiment de partir, j'ai un ami jésuite qui est venu et qui m'a dit, écoute, si tu veux, on peut prier ensemble. Et on a prié sur le texte de Jésus dans la barque, et qui s'endort dans la barque alors qu'il y a la tempête. Alors, en général, on connaît bien la seconde partie où Jésus arrive en super homme et calme la tempête. Mais ça, j'en ai un peu rien à faire. Moi, ce qui m'a touché, mais au plus profond de moi-même, et ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il ait pu dormir alors qu'il y avait la tempête. Et bon, il se trouvait que dans cette période, à ma dernière intervention, j'ai fait plusieurs complications. On a été obligé de me remettre une voix centrale parce que je m'aggravais beaucoup. Elle m'a été mise à 3 heures du matin en réanimation et je me suis mise en hypnose, en auto-hypnose, dans la barque. Alors c'était d'autant plus facile qu'on m'a mis un champ stérile sur la tête tout bleu. Donc pour moi c'était la mer. Et puis j'ai dit au réanimateur, écoutez, vous me dites quand vous me piquez, c'est tout, mais vous inquiétez pas, moi je sais où je suis et vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis il a fait tout son truc et à la fin il m'a dit mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit mais j'étais dans la barque, donc je ne pouvais être que dans la paix intérieure. Et il m'a dit mais fallait me le dire parce que je fais des anesthésies sous hypnose avec les enfants et je vous aurais parlé de Babar. Voilà, je lui ai dit bah écoutez, c'est bon, j'ai fait, la barque m'a suffi. Et voilà, et régulièrement quand je vais pas bien, je rappelle cet ami qui me dit n'oublie pas d'aller dans la barque. Et voilà, je pense aussi qu'on tient comme ça avec des métaphores ou avec des choses qui nous sont données, parce que ça m'a été donné à ce moment-là.